Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je suis avec Jérôme de Nowtech. Oui, c'est moi, je suis avec moi, c'est magnifique. Depuis le temps qu'on me demandait à ce que tu viennes dans cette émission Ask. Il fallait que je vienne, il fait beau, il y a un ciel bleu, regarde. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable chez Frandroid. On y croirait presque. Et pour cette vidéo, on va parler smartphone et photos. Première question Jérôme, Mehdi nous demande, plus il y a de mégapixels, meilleure la qualité photo sera. Est-ce que c'est vrai? Alors, majoritairement non, mais il y a un petit peu de vrai. En fait, si tu n'as que le nombre de mégapixels, ça veut rien dire. Il faut que tu aies le nombre de mégapixels par rapport à la taille de ton capteur. En gros, pour faire simple, si tu as beaucoup de mégapixels, mais que ton capteur est tout petit, au contraire, ça risque de détériorer la qualité de l'image, notamment en basse luminosité, parce que les petits pixels seront petits et il y a moins de lumière qui taperont sur ces pixels. Parce que parfois, moi, quand je vais à la Fnac, je vois sur la fiche produit 8 mégapixels, et puis de l'autre côté, il y a 64 mégapixels. Alors le vendeur, il va te dire, ah ben là, il y a 64 mégapixels, c'est mieux, mais du coup, c'est pas forcément vrai. En fait, la photo, c'est un peu difficile en marketing. Les gens du marketing voudraient des gros chiffres faciles à comprendre. Oui, alors on vous a mis 108 mégapixels, donc c'est mieux. Non, la photo, c'est un peu plus compliqué que ça. 108 mégapixels sur un grand capteur, ça peut être sympa. Sur un petit capteur, ça va être nul. 8 mégapixels sur un grand capteur, pour de la basse luminosité, ça peut être intéressant. Mais après, si tu veux tirer sur un grand poster en A2, ça va être moins bon. Voilà. Et puis, il y a les algorithmes aussi. Il y a les algorithmes. Ça, on répondra peut-être à d'autres questions. Oui, on va y répondre. Question suivante. Du coup, vous parlez toujours d'algorithme. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, moi, je parle de traitement informatique de l'image. Il y a 3 composants dans un appareil photo sur un smartphone. Il y a l'optique, il y a le capteur, et ensuite, il y a le traitement informatique de l'image. L'informatique de votre smartphone va récupérer les données du capteur qui sont des données brutes. Et des algorithmes vont venir traiter ces informations extrêmement rapidement en temps réel et vous donner la photo. Donc, en gros, un peu la développer. D'accord. Ils sont différents les algorithmes selon ce qu'il y a chez Apple, chez Samsung. C'est ça qui fait un peu la différence. Alors, non seulement ce qui fait la différence, mais ce qui fait le talent et la qualité souvent de ton smartphone, c'est la qualité des algorithmes. Il faut savoir, vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a plus d'ingénieurs pour la photo chez Apple que chez Canon, qui est la marque numéro 1 photo au monde. Il y en a plus chez Apple. Ah ouais, et chez Samsung, à mon avis, ils doivent pas être loin. Ouais. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'analyse d'images pour mettre au point ces algorithmes. Tout l'enjeu étant effectivement de donner une certaine constante aux différentes images. Que tu prennes des images aux Bahamas ou la nuit à Paris ou dans ta chambre mal éclairée, il faut qu'il y ait une certaine cohérence d'image. Et c'est ce qu'on voit sur les smartphones moins bons. Ils vont avoir une bonne optique, ils vont avoir peut-être un bon capteur, mais ils ont moins travaillé le traitement informatique de l'image. Et du coup, tu vas avoir parfois une bonne photo aux Bahamas, mais quand tu vas prendre une photo avec une lumière jaune dans ta chambre, tu vas avoir un truc dégueulasse. Donc il n'y aura pas de constance dans la qualité de tes photos. J'ai mieux compris. Lucas nous demande, mes photos de nuit sont souvent floues. Est-ce que c'est un bug? Non. En fait, grand cours magistral, la photo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peindre avec la lumière. La photo, c'est beau, ça. La photo, c'est de la lumière. C'est tout. C'est de la lumière qui vient s'imprimer sur une surface photosensible ou un capteur qui va mesurer les photons. Donc, quand vous n'avez pas de lumière, il faut exposer le capteur, dans le cas d'un smartphone, plus longtemps. Pour qu'il accumule plus de lumière. Pour qu'il rentre il a peu de photons, il faut qu'il en rentre plus. Ouais. Je fais très bien le photon. Faut que j'arrête mes sketchs, c'est terrible. Donc, vu que il est exposé plus longtemps, si j'ai des choses qui bougent pendant ce laps de temps qui est plus long... Ou si moi je tremble. Ou si moi je bouge avec mon smartphone, ou s'il y a un sujet qui passe dans le truc, il va l'imprimer plusieurs fois ou le rendre flou. C'est vrai que les smartphones maintenant, avec de l'intelligence artificielle, arrivent à détecter le mouvement et à adapter les vitesses, etc. Mais la photo de nuit reste un type de photo extrêmement compliqué. Allez, question suivante. Stanislas Ferrari. C'est marrant comme prénom. Oh là là, c'est classe. Bonjour, vous êtes qui? Je suis Stanislas Ferrari. Vroom vroom. Il nous demande si les fichiers RAW sur smartphone sont aussi complets que sur Reflex. Alors, attends.
Pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est un fichier RAW? Un RAW, c'est un format très brut. C'est ce qu'on appelle les données du capteur. Alors, il y a quand même un traitement informatique dont on parlait tout à l'heure, parce que sinon, ça serait des données irregardables, mais elles sont très minimum. C'est-à-dire que normalement, un brut de capteur est pas une photo que tu peux mettre sur Instagram directement. Oui. Il faut savoir la travailler avant de la mettre sur Instagram, il faut savoir la développer. En fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, une photo RAW n'est pas meilleure qu'une photo JPEG. Simplement, elle a plus d'informations. Donc, quand on va se mettre à retravailler les couleurs, retravailler la luminosité, elle va pas se dégrader. Et du coup, est-ce que les fichiers RAW sont les mêmes que sur Reflex? Je suppose que oui. Non. Ah. Petite caque dans la gueule. Non. Alors, généralement, un RAW va être un peu plus brut, de mon expérience, sur les appareils photo dédiés. Donc, faut encore savoir encore plus les travailler. C'est d'autant plus vrai depuis l'iPhone 12. Il y a des formats qu'on appelle Pro RAW, des choses comme ça, qui vont mélanger la capacité de retouche d'un RAW avec des traitements informatiques de l'image qu'apporte Apple ou Samsung à ces images. Donc tu vas quand même avoir une photo qui est exploitable directement, mais avec la latitude de correction qu'apporterait un RAW. Et Apple a vraiment très très bien réussi son Pro RAW sur l'iPhone 12. D'accord. Ouais. Allez, question suivante. Penses-tu que les photographes pros utiliseront de plus en plus les smartphones dans leur métier? Oui, et c'est le cas. C'est le cas? Oui, c'est le cas. Ah, d'accord. Ils vous le diront pas toujours, mais c'est le cas. C'est noté. En fait, alors ça dépend des photographes, mais il faut comprendre que tout ça, ce n'est que des outils. Alors, regardez, chez vous, vous avez peut-être un perforateur, voilà, pour faire des gros trous dans le béton. Ok, mais parfois, quand vous devez faire juste un petit trou dans le bois, un simple truc à main, vous allez plus vite que de sortir la perceuse, la brancher et tout. Ça, c'est des appareils photo extrêmement agiles, c'est des outils que vous avez toujours dans la poche. Pour déclencher rapidement une photo automatique, c'est mieux qu'un gros boîtier. Même le mode automatique des smartphones donne de meilleurs résultats qu'un gros boîtier en mode automatique. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour le mode automatique, les gros boîtiers. Ce que je fais de plus en plus maintenant quand je pars en vacances, je mets une focale fixe, par exemple le 85 mm, qui est une de mes focales préférées, sur mon boîtier dédié. Et pour tout ce qui est paysage et haute photo, mon smartphone, je mélange les photos sur Instagram. Personne n'y voit rien. Ben non. Il y a différents outils pour faire différentes choses. Allez, question suivante. Pourquoi les capteurs sont-ils de plus en plus grands? Est-ce que c'est du marketing? Oh, c'est le nom qui a failli vriller sur un oui et qui est resté un non. Oui et non. Alors, en fait, c'est pareil. Un capteur, s'il est juste grand pour être grand, ça va dépendre d'autres composants. En gros, tu fais un grand capteur, mais si t'as mis une optique de merde dessus, ça va pas te faire des meilleures photos. Un appareil photo, c'est capteur, optique, traitement de l'image. Ouais. Donc, il faut que ces trois pieds soient équilibrés. C'est là où le marketing nous trompe. C'est que eux, ils veulent une valeur delta facile à mettre sur une affiche. Nous avons le capteur le plus grand du monde. Ouais, mais là, vous pourrez dire, il faut que tu me mettes deux autres infos. Quelles optiques tu m'as mis et quel traitement tu m'as mis derrière. Sinon, vous n'avez pas une information complète sur la qualité de cet appareil. Allez, question suivante. La caméra selfie est-elle toujours moins bonne que celle qu'il y a au dos? Oui. Parce que c'est vrai qu'on se demande toujours, est-ce que ce sera la même chose? Elle est toujours plus mauvaise que ce qu'il y a au dos. Pourquoi? Regardez la taille de l'optique, Ben ouais. Le tout petit trou. Voilà. Et qui vous obsède. Si on vous mettait un gros trou comme ça devant, vous serez tout ça. Oh, mais j'en veux pas mon écran, j'arrive plus à regarder des vidéos, il y a un trou énorme où il y a... Donc oui, elle est toujours... Voilà, toujours moins bonne. Allez, question suivante, Jérôme. Que penses-tu des lentilles pour smartphone? Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle date d'il y a 3-4 ans, mais elle est toujours d'actualité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre une optique et un capteur, il y a ce qu'on appelle une formule optique qui est calculée par le fabricant pour que les photons se croisent au bon endroit et que ça donne une bonne photo. Si tu rajoutes une optique par-dessus une optique, tu casses cette formule optique. Donc il y a forcément une dégradation de l'image par rapport à l'optique d'origine qui est prévue pour ton truc. J'ai envie de dire, moi j'ai vu des vraies différences de qualité entre des optiques externes que tu achètes sur Amazon à 20 € ou même 5 € les 5 optiques. Là, t'as de la merde. En gros, c'est comme si tu mettais une loupe dégueulasse sur ton truc. Après, j'avoue que j'ai été impressionné par certaines marques. Moment, c'est un peu cher, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est vrai que ça donne plutôt de belles images. Mais il y a d'autres marques. En France, on a Pixter. Moi, j'ai leur série Pro. Je les trouvais pas mal du tout. Même les optiques Rhino Shield sont pas mal. Donc,
C'est jouable, mais comprenez bien que vous ajoutez du verre sur du verre qui n'est pas prévu à l'origine pour ça. Mais ça existe même pour les appareils photo dédiés, un genre de truc, ça s'appelle des bonnettes. On peut aussi transformer l'optique, ça marche. Il y a forcément un peu une dégradation. D'accord. À noter. Allez, question suivante. Quel est le mieux entre la stabilisation optique et la stabilisation numérique? Optique. Eh oui. Voilà. Réponse simple, voilà. C'est quoi la différence? Optique, en fait, c'est une stabilisation mécanique. C'est-à-dire que ton capteur ou ton objectif ou les deux vont être sur des petits berceaux magnétiques et compenser tes micro-mouvements. C'est-à-dire tous tes petits tremblements de doigts, tu vois, machin. Donc c'est une stabilisation en réel, quoi. En vrai, ça... Voilà, c'est un peu comme un gros gimbal, si vous connaissez, les stabilisateurs qu'on utilise avec les caméras, qui vont faire l'inverse de votre mouvement, compenser les micro-mouvements. C'est une vraie stabilisation physique. La stabilisation numérique, vous voulez faire une image, imaginons, de 4K. Il va filmer en 6K et par algorithme noter les mouvements, et notamment avec les accélérateurs, noter les mouvements de votre smartphone, les répercuter et couper dans l'image. Il va zoomer. 6K, il va zoomer dans l'image. Il va recadrer. Et il va, de manière informatique, donner les informations sur le mouvement que vous avez eu et il va recadrer. En fait, aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de progrès sur cette stabilisation numérique. Le top du top, et on le voit par exemple sur les Samsung, c'est quand vous mettez l'hyper-stabilisation, c'est un mélange entre la stabilisation optique et la stabilisation numérique. Et on arrive à des trucs assez dingues. Forcément. Arthur nous pose une question, là, c'est la question qui tue. Je crois que c'est la question principale que j'ai reçue dans toutes les questions. Je sais laquelle c'est. Quel est le meilleur smartphone en photo? En fait, il y a une chose à comprendre sur la photo. C'est pour ça que la photo est passionnante. La photo est une pratique à la fois subjective et technique. La qualité d'une photo ne peut pas être simplement technique. Si tu mets le meilleur appareil photo du monde dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas choisir son sujet, qui ne sait pas cadrer, qui ne sait pas composer, elle ne fera jamais de belles photos, même avec le meilleur smartphone photo, le meilleur photophone du monde. Le marketing va vous vendre des compétences avec des chiffres spectaculaires, ça tourne mégapixels, et puis zoom x100, zoom x100, la photo de nuit, c'était la grande mode. Maintenant, ils vont vous mettre plusieurs objectifs, ça commence à ressembler à des mouches. C'est pas ça qui vous fera faire des bonnes photos. Ça vous permettra juste un confort et de réaliser certaines photos plus techniques que d'autres, les photos en basse luminosité, les photos quand justement la lumière n'est pas belle. Mais une photo en plein jour, même pas avec du soleil, mais une photo en plein jour, un bon photographe avec un smartphone d'il y a 5 ans fera une meilleure photo que ta maman avec un S21. C'est clair. Et le truc qui est trompeur, et c'est là où les youtubeurs, on est un peu responsables aussi, pour certains youtubeurs tech, on va faire des jolies photos avec ces smartphones et vous vous dites oh, mais moi j'ai pas ces photos-là avec mon smartphone. Mais c'est parce que certains youtubeurs tech savent prendre des photos. C'est pas le S21 ou l'iPhone 12 qui a fait les belles photos. C'est le photographe. C'est le photographe. Ben oui. C'est toujours lui. Alors, je dis pas que ça n'a aucune importance, la technique, mais pour 5% de vos photos, ça a de l'importance, c'est tout. Tant que vous savez pas cadrer, choisir votre sujet, faire de la composition avec vos photos, vous ne trouverez jamais un bon appareil photo dans votre smartphone. Parce que c'est pas ça qui fera des bonnes photos. Jérôme, il y a Jean qui nous demande quelle est la meilleure application gratuite pour retoucher des photos? Alors ça dépend quel smartphone t'as. Moi j'aime de plus en plus Photo, livré avec les iPhones, qui est gratos. Il y a des outils de plus en plus puissants dessus. On peut modifier les contrastes. Le Pro commence à donner des trucs. Bon, moi j'utilise Lightroom, mais c'est payant. Vous pouvez le faire avec votre appli de base. Si vous savez ce que vous faites, pas la peine d'acheter une app ou de prendre une app gratuite pour faire de la retouche. Sinon, si, il y a Snapseed de Google qui est pas mal. Ouais, elle est gratuite. Et mais il faut accepter de nourrir Google. Et voilà. Et oui. Toujours. Question suivante, Arthur nous demande, alors c'est une question rapide, c'est quoi une focale? Il n'y a pas de réponse simple en photo. Non, une longueur focale, je vais la faire simple. La longueur focale va déterminer deux choses. Ta distance au sujet perçue. C'est-à-dire, plus la focale va être longue, par exemple un 100 mm, tu vas t'approcher grâce à cette longue focale de ton sujet. Donc, la plante qui est là-bas dans le studio, que vous voyez pas, mais qui est magnifique, je pourrais presque prendre une photo comme si j'étais proche d'elle, si j'avais un 100 mm dans les mains. 27, le sujet va me paraître beaucoup plus lointain, mais par contre, la longueur focale détermine aussi autre chose, le champ angulaire de votre photo. C'est-à-dire, plus ma focale est longue, plus mon champ angulaire se réduit.
Et plus ma focale est courte, plus mon champ angulaire s'agrandit. Un ultra grand angle, ça va être du 14 mm, du 15 mm. Là, on voit le grand angle de nos smartphones, c'est généralement entre 25 et 27 mm. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 3 capteurs avec 3 optiques différentes. Exactement. Une ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. C'est pour les 3 focales. Gwendoline nous demande, c'est fou en photo comment les smartphones ont évolué en 10 ans. Quelles seront les prochaines évolutions dans les 10 prochaines années? Alors, je reviens à ce que je disais sur la science optique. Aujourd'hui, une optique, même si sur votre smartphone, vous avez l'impression que c'est plat, en fait, c'est bombé, une optique. L'optique, c'est la lentille qui c'est la lentille au-dessus du capteur, exactement. Et on a besoin de travailler avec des choses concaves, convexes, voilà, qui polarisent, etc. Aujourd'hui, un des progrès sur lesquels on est en train de travailler, c'est d'arriver à des optiques parfaitement plates qui, justement, avec des algorithmes et, je sais pas si c'est des quasi-cristaux ou des trucs, vont retarder la lumière sur les bords de l'optique pour simuler le bombage d'un verre et permettre donc à nos smartphones d'avoir des plus grandes optiques que celles qu'ils ont actuellement, complètement plates, donc plus de blocs photo qui dépassent. Parce qu'aujourd'hui, voilà, si sur un appareil photo dédié, l'objectif fait cette taille-là, et sur notre smartphone, c'est ça, on peut pas avoir la même chose, c'est de la physique, quoi. C'est pour ça que je suis pas de ceux à dire ça n'arrivera jamais qu'on ait des optiques de ouf sur les smartphones, mais pour l'instant on est limité par la science optique, donc ça c'est les progrès qu'on peut faire. L'autre progrès qui peut être fait, c'est que les défauts physiques de la petitesse de l'optique et des capteurs des smartphones peuvent être compensés par des processeurs de plus en plus rapides et beaucoup plus... Ça c'est une chose que les gens savent pas, mais là-dessus, on a beaucoup plus de puissance informatique que sur un appareil photo dédié, même à 6 000 €. Eux, ils deviennent super malins et ils comprennent ce qu'ils sont en train de prendre en photo. Ah tiens, ça c'est un chien. Oh, là il y a un vase. On n'en est pas encore là, mais ça s'approche à grands pas. Des choses comme le lidar aussi, qui vont permettre de détecter la profondeur, vont permettre d'améliorer des choses comme le faux bokeh. Donc, ces appareils risquent de compenser de plus en plus leurs faiblesses avec une puissance informatique de traitement instantané de l'image. Stylé. Bon, merci Jérôme, on a répondu à une partie des questions. Hein. Ouais, une partie. Non mais on a répondu une partie, peut-être qu'on fera un volume 2 si vous voulez, si ça vous intéresse. De toute façon, là, c'est peut-être ma conclusion là-dessus. La photo, ne vous impatientez pas, ça prend un certain temps. On peut prendre du plaisir dès le départ. Oui. On peut s'éclater dès le départ, mais il faut de la patience. Je sais que c'est pas un mot à la mode. Il faut de la patience pour progresser en photo, il faut en faire. Et ça sera mon dernier truc. Plutôt que vous acheter des smartphones en croyant faire des belles photos ou des appareils onéreux, payez-vous des voyages, allez chercher des paysages, allez vous nourrir l'œil. Mais par contre, quand vous êtes en vacances, interdiction de passer votre temps avec votre appareil photo collé. Vivez les choses, parce qu'il faut avoir des émotions à partager pour faire des belles photos. Mais quel bon conseil, merci Jérôme. On te retrouve sur ta chaîne Naotech. Exactement. Avec tous les autres intervenants de Naotech, du coup. Tout à fait. Je rajoute un plug, parce que allez, vas-y. Le lundi sur Twitch, Guillaume, donc mon compère sur Naotech, fait une émission dédiée à la photo. Ben voilà. Vous pouvez lui envoyer des photos, vous les critiquez ensemble, ça c'est un bon moyen de progresser. Donc le lundi sur Twitch, c'est généralement vers les 21h. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à retourner sur notre Instagram où on poste souvent des stories pour que vous puissiez poser vos questions justement. Et ben écoute, merci Jérôme. Merci de m'avoir invité. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Vive la technologie. Et shootez bien. Et shootez bien.